Bien, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire Plan de relance maritime, décryptage et opportunités. Je suis Frédéric Ravilly, je m'occupe du pôle mer Bretagne-Atlantique sur la région des Pays de la Loire. J'ai la charge de ce qu'on appelle un relais territorial du pôle mer Bretagne-Atlantique. Et je vous propose tout de suite de passer la parole pour un propos introductif à Madame Claire Hugues, la vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire en charge de l'économie maritime. Voilà, Claire, si vous voulez bien la parole. Merci Frédéric, c'est bon, hein, il n'y a pas de souci de micro, vous m'entendez? Non, on vous entend très bien. Merci. Bien, d'abord, alors c'est un peu bizarre parce qu'on ne voit pas les participants, mais je voudrais prendre le temps de vous remercier tous puisque vous êtes très nombreux connectés pour ce webinaire et puis bien évidemment remercier par avance les organisateurs, le pôle mer Bretagne-Atlantique et puis les différentes personnes qui vont intervenir dans ce webinaire. En introduction, moi j'aurais d'abord voulu vous parler positif et vous parler positif par le plan de relance. Effectivement, avant d'être frappé par la crise du Covid, l'économie ligérienne enregistrait une dynamique exceptionnelle, une phase d'expansion très forte qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. On pense au secteur naval, nautisme, les énergies marines en particulier, qui ont connu ces dernières années une croissance importante à l'image plus globale du dynamisme industriel des Pays de la Loire. Et dans ce contexte, pour ne pas parler que d'industrie, dans ce contexte, la région avait aussi souhaité soutenir une filière d'avenir que sont les microalgues. Et la région a adopté en octobre dernier une feuille de route en faveur de cette filière. Et l'objectif de cette feuille de route partagée, c'est de faire grandir cette filière régionale pour s'affirmer comme territoire d'excellence, attractif sur toute la chaîne de valeur et de faire connaître les microalgues comme de solutions pour relever les défis sociétaux liés aux transitions environnementales, alimentaires, énergétiques, etc. On parle d'économie maritime, je n'oublierai pas les filières pêche et aquaculture sur lesquelles notre région a une place forte. Je le rappelle, deuxième région en valeur de produits débarqués, 5 à la marée sur 2 départements littoraux. Au niveau de la conchiliculture, c'est plus de 260 entreprises conchilicoles avec des produits de très grande qualité et une région leader dans les nurseries et les écloseries. Ces différentes filières d'excellence, pourvoyeuses d'emplois et relais de croissance, ont bien sûr été durement touchées par la crise. Malgré tout, elles ont tenu bon en 2020, malgré un avenir incertain, et je pense en particulier à la filière du nautisme. Et celles qui ont tenu bon, en particulier dans le domaine industriel, pourraient à l'avenir compenser aussi des difficultés d'autres filières. Et je pense par exemple à la montée en puissance de GE ou de Naval Group qui pourraient compenser les difficultés d'Airbus et de sa sous-traitance en particulier. On a d'autres leviers de croissance qui pourraient être captés sur le territoire pour amplifier ce phénomène avec la propulsion vélique, par exemple, ou des projets de recherche et développement dans les domaines des EMR, du navire autonome et propre, de la cybersécurité, etc. Et c'est pour permettre justement aux entreprises ligériennes de pouvoir capter ces opportunités que nous avons souhaité organiser ce webinaire aujourd'hui avec, comme je l'ai dit, le soutien du pôle mer Bretagne-Atlantique, interlocuteur bien sûr privilégié des entreprises maritimes pour leurs projets d'innovation. Donc le pôle a conduit un important travail d'identification des opportunités offertes pour la croissance bleue par les différents plans de relance, dont quelques-unes emblématiques vont nous être présentées aujourd'hui, mais je sais que sur le site du pôle, l'ensemble des mesures sont présentées. Du côté de la région, et pour bien préciser les choses, dans le contexte de relance, la région n'a pas, à proprement parler, adopté des mesures spécifiques pour le maritime, mais l'objet, c'est de pouvoir mobiliser l'ensemble de la boîte à outils relance de la région au service de toutes ces filières de la croissance bleue. Et je voudrais juste insister sur 2 thématiques plus spécifiques dans mon introduction. La recherche et le développement et l'hydrogène.
En effet, sur renforcer le soutien à la recherche et à l'innovation, c'est bien sûr renforcer la compétitivité et donc c'est préparer l'avenir. Et donc le soutien à la recherche et développement est indispensable pour nous permettre d'ancrer durablement la valeur sur le territoire et permettre à nos entreprises, à vos entreprises d'être compétitives. Donc la région et l'État mobilisent leur boîte à outils pour accompagner l'innovation dans les filières d'excellence. Et je pourrais citer un exemple de soutien de la région au projet structurant de R&D collaboratif qui associe des grandes entreprises aux PME et aux ETI via son appel à projet R&D collaboratif. Et puis la deuxième thématique sur laquelle je voulais faire un petit zoom, c'est la filière hydrogène verte et bleue. Et c'est vrai que la relance doit être l'occasion pour la région de se positionner à la pointe des technologies de production d'hydrogène bas carbone en s'appuyant notamment sur les spécificités de notre territoire, avec un objectif de devenir la région de l'hydrogène bleu. Et pour ce faire, la région soutient des études de faisabilité technico-économique de conception, construction de navires ou bateaux à propulsion hydrogène et les projets d'investissement d'intégration de technologies hydrogène dans les secteurs maritimes, fluviaux ou portuaires. Donc voilà rapidement les quelques éléments que je voulais pouvoir apporter en introduction de cette réunion et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire que je vais suivre avec attention de mon côté. Merci beaucoup Claire pour cette intervention. Effectivement, alors je pense que c'est peut-être la tentative de connexion de Monsieur Yann Berquarn qui devait compléter ce propos introductif. Monsieur Yann Berquarn étant le directeur adjoint de la DIRM, la Direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche-Ouest. Bon, il semble qu'on ait quelques difficultés pour le connecter. Donc écoutez, je vous propose d'avancer sur ce webinaire et nous donnerons la parole à Monsieur Berquarn certainement en fin de présentation, alors plutôt pour le coup sur un sujet plus de conclusion. Voilà. Merci beaucoup Claire encore une fois. Donc je passe ce slide et puis voilà, pour prolonger un petit peu l'introduction, vous présenter un petit peu le déroulé du webinaire. Se dérouler, donc les propos introductifs ayant été passés. Donc effectivement, le cœur de cette présentation va tourner autour du décryptage des plans de relance que Frédéric Renaudot, que je vous présenterai tout à l'heure, et Sébastien Kahn ont pu réaliser. Ensuite, donc voilà, le cœur du webinaire sera sur ce point-là. Ensuite, Claire, vous l'avez mentionné, on voulait quand même aussi vous parler des appels à projets, notamment régionaux, qui sont aujourd'hui ouverts et qui, même s'ils ne sont pas spécifiquement plan de relance ou typés plan de relance, sont aussi des opportunités pour financer vos projets. Donc, il est important que vous les ayez bien en tête et donc on va vous faire quelques rappels sur ces appels à projets. Et puis, on terminera proprement dit la présentation sur un petit peu un rappel des points importants globalement pour les appels à projets que tout industriel doit avoir en tête pour pouvoir se diriger un petit peu dans ce maquis, même si évidemment le pôle mer Bretagne Atlantique est là pour vous accompagner. On aura ensuite un temps de questions-réponses voilà, qu'on a voulu volontairement assez long, hein, une petite vingtaine de minutes. Donc voilà, vous avez cette possibilité de poser des questions avant un temps de conclusion. Donc ça va me permettre aussi de compléter les consignes. Donc on vous demande notamment aux intervenants de laisser les micros et les caméras éteints lorsque vous ne prenez pas la parole, ce qui évite les petits désagréments comme on peut l'avoir en ce moment. Pour toutes les questions, vous avez sur la droite, normalement, enfin sur votre écran, sur la console de GoToWebinar, vous devez avoir un petit onglet questions. Donc voilà, profitez-en, ça permet de poser effectivement les questions et notre collègue Boris Teillant qui est à la manœuvre pour la gestion de ces questions pourra voilà, les lister lors du temps, à la fin de ce webinaire, le temps de questions-réponses. Les présentations vous seront envoyées, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, donc, le webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Je pense qu'on vous enverra les deux, la présentation et le replay à tous les participants juste après. Alors, peut-être pas tout de suite cet après-midi, mais probablement au moins demain, on vous enverra l'ensemble de ces informations. Voilà. Alors, ces sujets techniques étant passés, écoutez, je vous propose de rentrer dans le dur de ce webinaire. Donc, je vais passer la parole à mes deux collègues. Donc, Frédéric Renaudot,
conseiller défense, plan de relance et compétences formation donc au sein du pôle mer Bretagne-Atlantique, et Sébastien Kahn, qui est chargé de mission PME au sein du pôle mer et qui est mis à disposition par la CCI de Brest, à qui voilà, je passe la parole pour enclencher cette partie décryptage maritime des plans de relance. Voilà, Sébastien, la scène est à toi. Merci Frédéric et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quelques petits mots d'introduction, peut-être pour vous présenter le pôle mer Bretagne-Atlantique. Frédéric, si tu peux passer à la diapo suivante. Pôle mer Bretagne-Atlantique dont la raison d'être est de dynamiser la capacité d'innovation des entreprises, de développer la croissance bleue et l'emploi sur nos territoires. Quelques données pour vous préciser en quelques chiffres ce qu'est aujourd'hui le pôle mer, orienté autour de 6 domaines d'action stratégique qui n'ont nullement une vocation à être vus comme des silos, mais plutôt comme un outil d'animation. Et au contraire, on favorise les interactions entre les acteurs de ces différents domaines d'action stratégique. Une de nos particularités est d'avoir un pôle jumeau situé dont le siège est à Toulon et qui couvre la région Méditerranée, donc avec lequel nous sommes complètement interfacés. Aujourd'hui, le pôle est fort de 380 adhérents, c'est qui est à peu près également la même chose de notre collègue dans le sud. Sur ces 380 adhérents, nous recensons plus de 2 tiers de PME, ce qui est également une force significative en termes de dynamisme et d'innovation. Les autres adhérents étant des grands groupes, des acteurs académiques et puis des organisations professionnelles. Nous couvrons 2 régions. Historiquement, la Bretagne, le pôle mer est né et a son siège à Brest et s'est étendu donc à la région Pays de la Loire depuis 2014. Ce qui renforce considérablement le nombre de projets aujourd'hui qui ont été labellisés par le pôle. Vous avez le compteur alors qui est arrêté au mois de janvier, donc il s'est encore incrémenté depuis, mais pour vous donner une idée, donc aujourd'hui c'est 422 projets collaboratifs et innovants labellisés par le pôle depuis sa création en 2005. Ces 422 projets représentent plus d'1 milliard d'euros d'investissement de recherche et développement par les différents partenaires impliqués dans ces projets. Et sur ces projets, nous avons été en mesure de mobiliser plus de 320 millions d'euros de financement public auprès de différents guichets, parmi lesquels bien sûr les régions, mais aussi l'État à travers l'ADEME, l'ANR, les pays France et l'Europe, à travers par exemple l'océan Eramet. Mais nous sommes aussi également impliqués dans plusieurs projets structurants. L'un d'entre eux, par exemple, est France Énergie Marine, qui est un institut pour la transition énergétique. Et comme je dirais, il n'y a pas d'innovation sans une approche formation, nous labellisons également des acteurs de la formation et des formations. Par exemple, nous avons labellisé en décembre 2020 une formation culture industrielle des microalgues et cyanobactéries avec le GPEA de Saint-Nazaire pour faire donc le lien entre le monde académique et le monde industriel. Voilà, une petite diapo suivante, Frédéric, pour vous expliquer pourquoi labelliser un projet avec le pôle. Il faut savoir que nous accompagnons en fait le projet dans ses différentes phases, de l'accompagnement, je dirais, au déploiement industriel et commercial, avec une approche, on va dire, très large au début. Prenons les projets au stade D, ou lorsque le consortium est déjà constitué. Nous le reconnaissons à travers le label accordé par le pôle. Il faut savoir que c'était une caution, je dirais, à la fois scientifique, technologique et économique, donc qui renforce la crédibilité du projet et qui aussi parfois a un effet de levier sur certains guichets de financement. Financement, donc, que nous adressons aujourd'hui une douzaine de guichets pour faire assez simple, mais des projets très amont avec l'ANR à des projets plutôt aval avec des guichets type BPI France. De la visibilité, parce que c'est aussi, je dirais, un outil indispensable aujourd'hui pour réussir dans l'innovation. Et à ce titre, donc, nous avons plusieurs actions pour catalyser et mettre en valeur les projets et les acteurs de ces projets.
Et enfin, boucler la boucle avec la partie business. Nous avons par exemple un club partenaire qui rassemble une vingtaine de structures du financement, du conseil, des médias. Et également, nous organisons un certain nombre de présences sur des salons internationaux. Un peu plus compliqué ces temps-ci, et je vous l'accorde, comme Océanologie internationale pardon, à Londres tous les ans. Voilà quelques points de repère, je dirais, en préambule pour vous expliquer ce qu'est le pôle. Et je vais passer la parole à mon collègue Frédéric, avec lequel nous avons travaillé effectivement sur ce décryptage du plan de relance vu sous une fenêtre maritime. Bonjour à toutes et à tous. Frédéric, si tu peux passer la planche suivante. Voilà, merci beaucoup. Donc, qui est une synthèse de notre analyse de ce plan de relance. Donc, le plan de relance, c'est plus de 200 mesures, plus de 220 mesures, et qui ont la caractéristique de ne pas être, je dirais, directement fléchées sur le maritime, à l'exception du volet de la pêche. Et donc, nous sommes allés dans notre travail avec Sébastien à la recherche de thèmes qui sont généralement transverses et qui s'appliquent au domaine de l'économie maritime. Donc, au bilan, on a identifié donc, sur ces plus de 200 mesures du plan de relance une quarantaine qui se répartissent autour de ces thèmes que vous voyez décrits sur cette planche, sachant que le plan de relance est structuré en 3 grands domaines, celui de l'écologie, celui de la compétitivité et enfin celui de la cohésion. Ce que l'on peut également en dire, c'est que ce plan est évolutif. Donc, il y a des mesures qui ne sont pas encore publiées, qui sont encore en réflexion. Il y en a certaines qui sont désormais closes. Et donc, c'est un dispositif, c'est un corpus qui est vivant et que nous entretenons avec des échanges réguliers avec les acteurs de l'écosystème de ce plan de relance. Donc, ce sont des acteurs étatiques, notamment les sous-préfets à la relance. Ce sont bien évidemment les acteurs régionaux et sur différents thèmes. Ce plan, donc régulièrement mis à jour, il vous est présenté donc sur une page internet dédiée du site du pôle mer et pour une pédagogie plus ciblée, nos animateurs thématiques qui connaissent dans les différents domaines d'action stratégique du pôle les activités des adhérents, eh bien, font œuvre de pédagogie, de présentation de mesures particulières qui pourraient les intéresser. Voilà. Une autre action que nous conduisons, c'est celle de l'analyse des projets que nous avons labellisés et qui n'ont toujours pas trouvé de financement. Et là, on essaie de voir, dans le cadre d'une approche un peu bottom-up, eh bien, comment certains projets peuvent trouver réceptacle dans les différentes mesures de ce plan de relance. Donc, avant d'attaquer la description domaine par domaine, je voudrais mentionner une précaution, c'est que ce que l'on vous présente, c'est le résultat de notre analyse à partir de la consultation des documents publics, des échanges avec les acteurs qui est concernés par ce plan. Et donc, on ne souhaite pas apporter, je dirais, de garantie d'exhaustivité ou de précision ou d'adaptation par rapport à tel ou tel domaine. Voilà. Bien évidemment, nous restons à votre disposition par rapport à vos projets pour répondre à vos questions. Donc Frédéric, si tu veux bien passer la planche suivante, et donc on va attaquer par le domaine de l'écologie, et donc sujet d'importance souligné par Madame la Présidente, celui de l'hydrogène et donc de l'hydrogène décarboné. Donc pour cela, si ma mémoire est bonne, nous avons 3 mesures à présenter. Les 2 premières sont des appels à projets qui sont opérés par l'ADEME.
Le premier porte sur les briques technologiques et le second va porter sur les écosystèmes. Donc les briques technologiques, qu'est-ce que c'est s'agissant de l'hydrogène vert? Eh bien, c'est dans un premier temps, eh bien, c'est la transformation de cet hydrogène décarboné, de cette électricité décarbonée en hydrogène, puis son stockage, puis sa distribution et enfin son exploitation. Donc il y a un appel à projet qui cible ces différentes briques technologiques. Donc elles vous sont présentées. Ça concerne des composants, des systèmes innovants, des pilotes innovants industriels, de réseaux, de fournitures temporaires ou localisées, de conception aux démonstrateurs de véhicules qui utilisent cette énergie, ou encore donc de démonstrateurs d'électrolyse ou d'électrolyseurs. C'est ce qui va transformer cette électricité en hydrogène. La nature des aides est relativement ouverte puisqu'il s'agit de subventions et d'avances remboursables, avec un montant minimal de dépenses s'agissant de vos projets, donc de 2 millions d'euros sur les 3 premiers axes et 4 millions d'euros sur le suivant. C'est un appel à projet qui est ouvert encore jusqu'à la fin de l'année 2022, donc on a du temps devant nous. Dans nos différentes présentations, vous verrez cette rubrique économie bleue. Donc on a essayé d'identifier les activités du maritime qui sont concernés, qui peuvent être concernés par la mesure. Et donc dans ce cas précis, il s'agit d'activités portuaires qui peuvent accueillir des électrolyseurs, du stockage, de la distribution, et bien évidemment des navires. Alors là, la question se posera effectivement du rendement pour la propulsion de ces navires, plutôt des navires de petite taille, donc ça peut être des navires portuaires, des navires passagers, tout cela étant effectivement fonction du rendement. J'insiste sur le fait qu'il y a un réel champ d'application et que le nombre de projets adressés pour l'instant n'est pas très important. Le dernier recensement avec l'ADEME, le nombre de projets maritimes sur ce volet-là n'est que de 3 par rapport, si ma mémoire est bonne, à une bonne trentaine sur, je dirais, l'ensemble des cas d'usage de l'hydrogène vert. Donc, on a encore une marge de progrès s'agissant du maritime et de l'hydrogène. On peut passer à la planche suivante. Voilà, donc c'est le deuxième volet, donc qui est plus large puisqu'il porte sur les écosystèmes territoriaux. Frédéric, si tu veux bien revenir, on est revenu au début de la présentation. Tu vois pas mon écran complet là? Si, mais on est sur la page, on est sur la première planche. Excuse-moi, diaporama, voilà, ça avait sauté. Normalement, c'est bon là? Voilà, merci beaucoup, c'est parfait. Voilà, donc on est sur des sujets qui sont de plus grande envergure et le but c'est de favoriser au maximum les économies d'échelle. Donc ça va concerner les infrastructures de production, des usages industriels qu'ils sont mobilité ou stationnaires. Donc là ça concerne des consortiums qui réunissent des collectivités et des industriels fournisseurs. C'est un appel à projet qui par rapport au précédent eh bien, est plus limité dans le temps parce qu'il ferme donc le 14 septembre 2021. Et en termes d'économie maritime, ça va concerner également donc des activités portuaires et possiblement, donc ça c'est un champ à explorer, l'utilisation des énergies marines renouvelables parce que donc ce qu'elles produisent c'est de l'hydrogène décarboné et on peut très bien imaginer finalement la transformation de cette énergie en hydrogène. On peut passer à la planche suivante. Qui est la troisième mesure qui concerne le sujet hydrogène vert. Donc, elle n'est pas encore ouverte. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui devrait être prochainement émis par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'un programme prioritaire de recherche. Et donc là, le but, c'est bien de soutenir cette recherche en amont et de préparer finalement la future génération des technologies de l'hydrogène. Et là, ça concerne effectivement toutes les briques technologiques, c'est-à-dire les piles qui vont transformer cette énergie hydrogène par exemple en propulsion, les réservoirs, les électrolyseurs et d'autres matériaux. Voilà, donc c'est un dispositif, plutôt une mesure qui est à venir.
On peut passer à la planche suivante, qui est une planche de transition pour un autre domaine du plan de relance relatif à l'écologie. Et là, il s'agit du transport et des mobilités durables. Donc, planche suivante. C'est un appel à projet qui est opéré par l'ADEME, donc qui concerne l'accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants avec un volet d'application au transport et à la mobilité durable. Donc ça concerne la recherche et le développement. Le but étant d'accélérer la mise sur leur marché d'innovation au service d'objectifs industriels prometteurs dans le domaine des transports et également de la logistique et bien évidemment avec un champ d'application pour le maritime. Avec donc des mesures qui sont des mesures de subvention ou d'avance récupérables qui concernent des entreprises de toute taille, qu'elles soient seules ou en consortium, avec je dirais des montants qui sont à géométrie variable en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature finalement du projet, donc qu'il soit en recherche industrielle ou en développement. C'est une mesure qui est ouverte jusqu'au 28 juin, donc on n'a pas beaucoup de temps devant nous, et qui concerne donc le transport maritime et des activités portuaires. On peut passer à la planche suivante. Ce que j'ai omis de vous indiquer en introduction générale du plan de relance, c'est que ce plan de relance utilise un autre dispositif qui est celui des programmes d'investissement d'avenir. Et donc le quatrième du genre, on parle donc du PIA 4. Et donc ce PIA 4 est structuré pour la partie projet en stratégie d'accélération. Donc ça vise à délimiter des périmètres je dirais de développement et de relance. Donc il y a un thème de stratégie d'accélération qui concerne la digitalisation et la décarbonation des mobilités. Donc là, nous sommes dans une phase intermédiaire qui s'est achevée donc à la fin du mois de mars 2021, qui a consisté avec les acteurs économiques, les instituts de recherche, les collectivités locales ou les associations, à délimiter le périmètre, donc c'est celui du transport maritime, mais à le délimiter plus précisément, et donc devrait suivre prochainement donc un appel à projet. Et donc on ne manquera pas de vous communiquer cette mesure dès lors qu'elle sera publiée. Planche suivante. Donc un troisième domaine de l'écologie, qui est celui des ressources biologiques, et puis j'y ai ajouté d'autres sujets du volet écologie. On peut passer donc à cette première mesure. Merci beaucoup. Donc là également, c'est une stratégie d'accélération sur un autre domaine qui est celui des produits biosourcés et des biotechnologies industrielles. Donc là, la consultation, elle est encore ouverte et donc vous avez le lien pour vous y rendre, que vous soyez acteur économique, institut de recherche, collectivité locale ou encore association. Et donc le but est de développer ces biotechnologies industrielles pour favoriser la fabrication de produits biosourcés venant se substituer donc aux produits pétrosourcés. Voilà. Ça débouchera, comme pour l'autre mesure décarbonation et digitalisation des mobilités, vers un appel à projet, je pense au second semestre. Et donc là, ça concerne tous les produits biosourcés issus de la mer. On passe à la planche suivante, s'il te plaît. Voilà, donc ça, c'est une mesure qui est à spectre large, qui est très simple, qui est très facile,
et c'est un guichet d'aide destiné aux PME qui s'intitule Tremplin pour la transition écologique des PME. Et donc là, ça va viser tous les domaines de la transition écologique, que ce soit le transport durable, l'économie circulaire, la gestion des déchets, l'efficacité énergétique, etc., etc. Et donc c'est une aide aux PME pour leurs études ou leurs investissements dans ce domaine de la transition écologique. Donc c'est vraiment un spectre large destiné aux PME. Alors avec des adaptations géographiques, donc toutes les régions ne sont pas concernées, mais donc nos deux régions de tutelle, Pays de la Loire et puis Bretagne, sont éligibles. Et donc en fonction de l'activité de l'entreprise, de la PME, à ce moment-là, le bénéficiaire voit effectivement les domaines qui lui sont ouverts. Ce sont des montants entre 5 000 et 200 000 euros. Et encore, je le répète, c'est un spectre large. On passe à la mesure suivante. Je l'ai maintenue même si elle ferme ce soir. Parce qu'il n'est pas impossible qu'il y ait, je dirais, une deuxième session. Et donc c'est un appel à projet opéré par l'ADEME et qui cible des entreprises qui sont engagées pour la transition écologique. Et c'est avec comment dire, une finalité de les accompagner dans l'industrialisation et la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles solutions, sur la base, j'insiste, de travaux d'innovation déjà réalisés. Donc là, c'est traduire, sinon c'est avec un passage à l'échelle sur ces projets d'innovation sur des réalisations concrètes. Donc c'est ouvert, comme la mesure précédente, à des PME, PME porteurs uniques, donc pas en consortium. Vous avez le coût minimal du projet qui est de 250 000 euros. Et donc en matière d'application à l'économie bleue, eh bien, ça va porter sur les activités portuaires, que ce soit de l'industrie éco-efficiente, des réseaux du stockage de l'énergie. Ça va également porter donc sur de l'aquaculture, sur les transports et la mobilité, également sur l'économie circulaire et aussi sur les sujets hydrogène. On peut passer à la planche suivante et qui concerne Sébastien, à qui je cède la parole pour la réduction de l'empreinte environnementale. Merci Frédéric. Effectivement, pour poursuivre sur ce volet écologie et l'empreinte environnementale en particulier, Frédéric, la diapo suivante, s'il te plaît. Un premier dispositif destiné donc à la reconversion des friches polluées. Alors on en est à la 11e session en fait de ce dispositif sur laquelle France Relance a apporté un complément de 40 millions d'euros sur les 2 années prochaines. Donc l'idée là est de soutenir donc la reconversion de friches pour du réhabiliter du foncier et éviter bien sûr l'artificialisation des sols. Alors c'est comment dire peu de projets, je dirais industriels, mais on a, alors sans que ce soit encore public, connaissance de projets sur des zones portuaires, donc qui associeraient des acteurs industriels. Donc ça, c'est un premier dispositif qui est assez spécifique, mais qui peut néanmoins intéresser certains acteurs. Diapo suivante, Frédéric, s'il te plaît. On passe ensuite donc sur finalement un soutien pour la décarbonation de l'industrie et à la chaleur bas carbone. Alors ça concerne là des projets d'une certaine envergure et donc c'est décliné à la fois en ce qu'on appelle BCIAT, donc biomasse, chaleur, industrie, agriculture tertiaire, et d'autre part en combustible solide de récupération. Ce qu'il faut noter, c'est un dispositif déjà qui sera pérennisé en 2022, qui donne la priorité bien sûr au projet de production de chaleur alimentant un processus industriel. C'est quand même la finalité essentielle, avec donc des modalités
d'instruction et d'évaluation par l'ADEME et une gestion et un versement par l'Agence des services des paiements. Là-dessus, je pense que le point aussi notable, hein, c'est qu'au-delà de l'aide à l'investissement sur France Relance, la nouveauté ou l'appui substantiel, c'est l'aide au fonctionnement de ce type d'investissement pour une période maximum de 15 ans pour compenser tout ou partie de l'écart de coût sur plusieurs années. Comme pour beaucoup de dispositifs que Frédéric et moi là, vous présentons, bien entendu, les interlocuteurs de l'État, de l'ADEME, sont également à mobiliser au-delà des cahiers des charges dont vous trouvez les liens en bas de page. Sur la diapo suivante, s'il te plaît, Frédéric, on passe à un appel à projet qui s'appelle Décarb Inde, que vous aurez compris que c'est pour décarboner des procédés et des utilités dans l'industrie. C'est complémentaire, je dirais, des autres dispositifs qui accompagnent la décarbonation de l'appareil industriel. Hein. Je pense au certificat d'économie d'énergie, au fonds chaleur. Ce qu'il faut noter, c'est que donc, là aussi, on est sur des projets relativement significatifs parce qu'il y a un seuil de 3 millions d'euros sur un même site industriel, donc défini par son CIRET. Par contre, l'appréciation, je dirais, de la réduction des gaz à effet de serre est appréciée à l'échelle du CIRED. Donc, on peut considérer que parfois, je dirais, sur certains cas, on peut avoir effectivement une baisse des émissions de gaz à effet de serre qui puisse permettre de démarger sur ce dispositif. Les taux de subvention est variable, on ne vous a pas mis le détail parce que sur une diapo, c'est compliqué de résumer un cahier des charges qui fait plusieurs pages. Mais donc, selon la taille de l'entreprise, donc plus l'entreprise est petite, plus l'intensité de la subvention est forte. Et selon la thématique retenue, entre les études et les investissements, il y a donc des taux de subvention qui vont entre 30 et 60%. Alors, on est sur une clôture très courte là pour 7 mai, mais avec une seconde relève le 14 octobre 2021, avec plus de 600 millions d'euros fléchés sur cette mesure. Donc c'est certainement aussi un outil à considérer, sachant que les projets associant, je dirais, les trois thématiques, hein, efficacité énergétique, électrification et les intrants matières alternatives, sont privilégiés. Ça peut concerner l'économie bleue de façon très large, mais aussi de façon indirecte, particulièrement sur la partie intrants alternatifs matières, du point de vue par exemple biotech. Diapo suivante, Frédéric, on passe sur un autre appel à projet qui s'appelle Orplast pour objectif recyclage plastique. Là, l'idée, c'est d'accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur des plastiques et ce dispositif, je dirais, s'insère dans une démarche un peu plus globale, puisqu'on va aussi retrouver des soutiens à la réalisation de centres de tri, de préparation des déchets, ou des soutiens aux unités de recyclage des déchets. Concrètement, ça fonctionne selon deux axes. Un premier axe sur le diagnostic, sur les diagnostics et la faisabilité avec un taux de subvention relativement important, variable aussi selon la taille de l'entreprise, et puis un dispositif de soutien à l'investissement qui est aussi fortement incitatif. Sur le cahier des charges, vous irez voir bien sûr, mais donc tous les emballages ne permettent pas l'accès au dispositif, donc il y a toute une grille relativement aisée à lire qui permet de voir si on rentre ou pas dans les coûts. Et donc 16 millions d'euros supplémentaires ont été alloués à ce dispositif. Et ce qui est notable du point de vue économie bleue, c'est pas tant ce que ça concerne plutôt des plasturgistes hein, qui eux vont réaliser la partie investissement. Mais par contre, sur la dimension aide au diagnostic, faisabilité, ça peut concerner tous les acteurs du monde maritime. Si on passe à la diapo suivante, Frédéric, on arrive sur des choses plus peut-être évidentes à mobiliser.
Et aussi intéressante pour s'intéresser dans ce volet écologie du plan de relance, ce sont les prêts économie d'énergie. Euh, Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de financer du matériel éligible au certificat d'économie d'énergie, tout ce qui est éclairage, froid, chauffage, voilà, vous avez la liste sur la planche. L'intérêt aussi, c'est que vous avez un différé de remboursement de 2 ans sur un prêt entre 10 et 500 000 euros, étalé sur 3 à 7 ans, avec un taux fixe bonifié selon le barème en vigueur, dont je n'ai pas la connaissance, mais l'ADEME et ou BPI-France seront en mesure de vous éclairer sur ce point. Diapo suivante, Frédéric, s'il te plaît. Et on conclut ce volet écologie. Frédéric, merci. Avec les prêts verts ADEME, PPI France, qui s'adressent aux PME ou ETI indépendantes de plus de 3 ans, qui peuvent aussi sont en mesure de recevoir une aide dite des minimis. Donc là, c'est un financer des investissements donc transition énergique et écologique de l'entreprise, donc avec des montants relativement importants. Ce qui est à noter, c'est que c'est forcément associé à un concours bancaire du même montant, que par contre, il n'y a pas de garantie sur les actifs de l'entreprise ou des gens qui sont demandés. Ça peut servir à favoriser, par exemple, la mobilité zéro carbone des salariés, des marchandises, des produits au sein de l'entreprise. Donc là aussi, bon, on est très très large en termes d'application, mais ça peut accompagner utilement des projets d'investissement des entreprises pour être plus vertueuses. Voilà pour le volet écologie. On enchaîne avec le volet compétitivité. Frédéric, si tu veux bien passer encore une fois à la diapo suivante. Et donc, avec un premier dispositif sur vous avez dû entendre parler, il a été assez plébiscité. Et donc là, on va s'adresser plutôt donc il y a 2 volets, un volet national et un volet territorial. Donc sur le volet national, vous avez six grands domaines. Certains ne concernent pas le maritime, le maritime automobile. D'autres, par contre, comme l'agroalimentaire, la santé, l'électronique, les points essentiels et l'industrie peuvent effectivement concerner le maritime. Le côté volet territorial, on est sur tout secteur. Le principe étant que ce soit des projets qui démarrent rapidement avec des retombées fortes, à la fois en termes d'emploi et de développement d'entreprise sur le territoire. Alors, c'est un point qu'on a vu passer, mais dont j'ai pas eu confirmation formellement, donc on a laissé en l'état tel que c'est mentionné sur les fiches de BPI France. Logiquement, donc on est sur un régime cadre temporaire Covid-19, donc plafonné à 800 000 euros par entreprise. Ce régime aurait été porté à 1,8 million récemment, et je n'ai pas eu confirmation, donc point à vérifier par la suite. Sur la diapo suivante, on passe sur l'aide à un investissement industrie du futur. Là, c'est un dispositif aussi donc, qui est nouveau, qui n'existait pas, je dirais, avant le mise en place du plan de relance, qui a été très très sollicité dès son démarrage. Il faut dire qu'avec 40% de taux d'intervention, un dossier de 5 pages relativement simple, et puis comment dire, pas mal de sujets concernés, ça a vite saturé au niveau de l'ASP, à tel point que en fait, un décret paru samedi 19 décembre a réduit ce taux d'intervention de 40 à 10%. Alors, on a des éléments aujourd'hui qui nous permettent, sous toute réserve bien entendu, d'informer qu'il s'agit pour l'appel à projet, cette aide à l'investissement en industrie du futur, ça va être relancé à partir du 1er mai et sur ce on va dire à 0,8. Donc, si vous avez des sujets qui peuvent s'adresser à ce dispositif,
voilà, c'est sur le principe du premier arrivé, premier servi. L'enveloppe a été rechargée à hauteur de 175 millions d'euros. Ça va partir très vite, hein. Certains appels à projets se sont voilà, ouverts un jour et fermés 2 jours après. Donc, n'hésitez pas à vous positionner. Vous avez le lien aussi. Et ce qu'il faut également noter, c'est que a été mis en place un hub des solutions industrie du futur. Vous avez le lien sur la planche, hein, donc qui permet de mettre en exergue les entités qui proposent des solutions qui peuvent rentrer dans ce dispositif et des solutions, je dirais, Made in France. Euh, c'est aussi un sujet intéressant et nouveau et qui concerne bien sûr largement tous les acteurs de l'économie bleue. Si on passe à la diapo suivante, Frédéric, on arrive sur un appel à projet territoire d'industrie. Alors, là, ce qu'il faut noter, donc, c'est un appel à projet qui a pour but d'accélérer les projets structurants locaux qui sont aussi peuvent être engagés rapidement. C'est pas exclusivement réservé aux 148 territoires d'industrie définis en France, même s'il reste prioritaire. Donc, si vous êtes en dehors, c'est pas, vous pouvez néanmoins regarder, considérer ce dispositif. Ça peut concerner une extension du site industriel. Ça peut aussi concerner des actifs corporels comme incorporels, des brevets, des licences. Et donc, on est sur une enveloppe rechargée à 300 millions d'euros. Et donc, là aussi, un spectre large en termes de couverture. Enfin, sur ce volet compétitivité, Frédéric, diapo suivant, s'il te plaît. C'est en cours de mise en œuvre sur la préservation de l'emploi R&D. Là, l'idée, c'est de maintenir les compétences en R&D au sein des entreprises, mais aussi de mettre à disposition des entreprises, des jeunes diplômés et des docteurs, donc avec une prise en charge des salaires partiels par l'État. On est sur une enveloppe de 300 millions d'euros. Donc voilà, l'idée c'est de maintenir la capacité d'innovation avec bien sûr pour pallier les aléas que nous connaissons actuellement. Et donc là, ça peut bien sûr concerner beaucoup de secteurs de l'économie bleue, hein, avec des entités académiques que nous connaissons bien. Voilà, je vais repasser la parole à Frédéric Renaudot pour parler donc sur le plan compétitivité numérique et cybersécurité. Merci beaucoup, Sébastien. Planche suivante, Frédéric, s'il te plaît. Voilà, donc là on est toujours dans le plan de relance avec son volet PIA 4 et donc une stratégie d'accélération qui est celle de la 5G. Donc la 5G avec un objectif de souveraineté et de développement de cas d'usage. Donc on a 2 secteurs qui concernent les télécommunications. Donc celui-là qui est un appel à projet, il est opéré par BPI France et il vise à accélérer les applications de la 5G aux marchés verticaux, à la fois sur des projets de R&D, mais également sur des investissements ou des projets de mise en œuvre de plateformes d'expérimentation. Ça concerne donc des entreprises de toute taille, qu'elles soient seules ou organisées en consortium, pour des projets dont le montant est supérieur à 1 million d'euros, et une mesure qui est une mesure de subvention avec des taux qui dépendent là aussi de la taille des entreprises et de la nature du projet, qu'il soit en recherche ou en développement. Donc c'est une mesure qui devrait fermer dans un mois, donc le 1er juin 2021, et donc elle concerne les communications en mer et bien évidemment les communications dans les ports, les infrastructures portuaires. Et donc là, il y a je pense plein de choses à faire. Deuxième planche, s'il te plaît, Frédéric.
Et là, ce n'est plus un appel à projet, mais un appel à manifestation d'intérêt, donc toujours dans le domaine de la 5G et de la stratégie d'accélération du PIA 4. Et là, il s'agit d'identifier des cas d'usage, que ce soit dans l'industrie ou à l'extérieur de l'industrie. Identifier également le développement de briques technologiques. C'est ouvert aux entreprises, qu'elles soient seules ou en consortium. C'est un spectre large. C'est également ouvert aux collectivités locales. C'est ouvert aux laboratoires de recherche et aux différentes structures. Ça peut concerner effectivement des ports, quel que soit leur statut, pour des projets dont les budgets sont supérieurs à 1 million d'euros. Et donc là aussi, c'est une mesure, alors on n'a pas sur un mois, mais qui ferme dans 2 mois, le 30 juin 2021. Là, vous avez le lien en bas de page. Planche suivante, Frédéric, s'il te plaît. Donc là, on en vient aux mesures cyber. Donc, avant de présenter celle-ci, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que la cyber, c'est un domaine qui est d'un grand enjeu. Le président l'a rappelé. Donc, il y a une mesure qui était ouverte jusqu'au 31 mai 2021. Mais on a constaté récemment qu'elle venait d'être fermée compte tenu de son fort succès. Je la mentionne comme ça très rapidement parce que elle pourrait être ouverte, faire l'objet peut-être d'un autre dispositif. C'était dans le cadre du grand défi cyber et donc ça visait des projets de R&D dans des pour comment dire, avancer sur des technologies de rupture selon 3 axes. Les réseaux, les objets connectés et la protection de petites structures contre la cybercriminalité. Donc pour revenir à cette mesure qui est un appel à manifestation d'intérêt, cette fois-ci émis par la Caisse des dépôts, elle vise à expérimenter des démonstrateurs, autrement dit des solutions innovantes, inédites, à la fois sur le plan technologique et opérationnel, pour répondre à des problématiques de sécurité informatique rencontrées par 3 catégories d'acteurs: les collectivités territoriales, les établissements de santé et ceux qui nous concernent ici, eh bien, les infrastructures portuaires. Voilà. Et cet AMI est ouvert jusqu'au 16 juin 2021. Planche suivante. Voilà, donc cette rubrique comporte donc diverses mesures qui intéressent le maritime, donc qui ne sont pas, vous allez voir, directement liées au plan de relance. Donc planche suivante. Voilà, ce sont des mesures du plan de relance qui ont concerné des établissements publics ou des associations. Donc, je veux parler du Conservatoire du littoral avec ses délégations régionales, Pays de la Loire, Bretagne, le Parc naturel marin d'Iroise ou encore le CEREMA, qui ont bénéficié d'aides du plan de relance et avec donc des projets qui vont se traduire par des appels d'offres. Majoritairement, et là qui pourrait concerner le tissu industriel. Voilà. Donc s'agissant du Conservatoire du littoral, ce sont des projets de restauration de milieux, d'économie circulaire, dans la majorité des cas ouverts à l'innovation. Donc soit sous maîtrise d'ouvrage du Conservatoire du littoral directement, donc qui publiera donc des appels d'offres, soit à travers donc des marchés publics, soit des collectivités locales ou territoriales qui interviennent au titre donc de la maîtrise d'ouvrage déléguée du Conservatoire du littoral. Donc on a à peu près, je dirais, les mêmes possibilités d'accès au marché à travers le parc naturel marin d'Iroise, qui lui va également publier des appels d'offres pour ces projets. Et puis le CEREMA, pourquoi pour l'opération France vue sur mer, qui concerne donc les sentiers du littoral, dont l'opération fera l'objet d'appels d'offres et donc de marchés publics qui peuvent intéresser le tissu économique local. Voilà. Planche suivante, Frédéric, s'il te plaît.
Donc là, ce ne sont pas des mesures, je dirais, qui concernent des projets innovants, mais on tenait quand même à vous la présenter. Elle s'inscrit dans le registre de la simplification administrative, et donc c'est issu d'un communiqué de presse récent du ministère de l'économie avec deux dispositifs. Un dispositif d'expérimentation par les acteurs économiques de dérogation aux dispositifs législatifs ou réglementaires, et donc de dérogation temporaire de façon à faciliter le développement de projets. Voilà. Avec un guichet mis en place qui s'appelle France Expérimentation Administration. Et deuxième mesure de nature un petit peu administrative, qui est la création à la fin de cette année d'un site unique de référence pour une information et un accompagnement de l'environnement administratif numérique au profit des entreprises. Et pour une dernière mesure qui peut intéresser le maritime, je cède la parole à Sébastien. Merci Frédéric. Et diapo suivante, merci. Oui, une mesure assez générale, mais néanmoins fort attendue et significative. Vous avez peut-être entendu début mars, le 4 mars, Bruno Le Maire annonçait la mise en place de prêts participatifs relance. L'idée étant de renforcer le haut de bilan des entreprises afin de soutenir leur capacité à investir. Donc ça se met en place progressivement. Vous retrouverez le lien vers le communiqué de presse de la Fédération bancaire française qui détaille un peu plus les modalités de ces prêts participatifs. Bon, restreint aux PME qui font un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros et qui donc ont des projets de développement et d'investissement. Donc on n'est pas bien sûr sur, comme les PGE, sur le financement de l'activité au quotidien, mais bien sûr sur un projet d'investissement avec bien sûr une cotation qui soit BB-, donc relativement saine. Le principe de fonctionnement de ce prêt participatif qui se met donc en place avec les différents réseaux bancaires, en fait c'est sous forme de prêts entre 100 et 100 millions d'euros. Les banques conservent 10% de la créance et cèdent 90% de la créance à des fonds d'investissement créés pour l'occasion. Donc à ce jour, il y a 11 milliards qui ont été mobilisés auprès d'investisseurs institutionnels, principalement les assurances, sur lequel l'État en fait apporte une garantie qui va jusqu'à 30%. Donc c'est là où se trouve l'effet levier et puis je dirais le côté incitatif. Donc ça se mettra en place début mai. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs dans les différents réseaux bancaires. Voilà pour conclure ces volets écologie et compétitivité. Et je passe la parole à Frédéric Gravilly pour prendre la suite sur les appels à projets régionaux. Voilà, mais écoute, merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Frédéric d'abord pour voilà, tout le travail, parce que je peux vous dire que c'est pas un travail simple et c'est plutôt ingrat que d'aller regarder tous ces appels à projets et tous ces plans de relance. Mais voilà, il a été réalisé et comme l'a dit Frédéric aussi en introduction, hein, c'est quelque chose qu'on essaiera évidemment de tenir à jour régulièrement. Donc là aussi, je vous invite à vous connecter régulièrement sur le site du Polmer, sur l'onglet appel à projet. Et puis, vous l'avez vu aussi sur l'ensemble de ces slides, à l'issue, sur chacun des transparents, vous avez le lien Internet pour aller directement sur le site. Donc, quand vous recevrez les présentations, voilà, vous aurez accès direct à l'ensemble de ces mesures. Voilà, merci à nouveau à Frédéric et Sébastien. Alors, effectivement, je continue, comme je le disais en introduction, sur deux appels à projets qui sont des appels à projets régionaux, cette fois-ci, donc qui concernent les acteurs de la région Pays de la Loire. C'était important pour nous de vous les rappeler, même si je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Ce sont des appels à projets qui existent déjà depuis maintenant quelques mois. Mais voilà, ça reste évidemment des opportunités intéressantes pour des projets d'innovation, notamment collaborative,
qui sont voilà, à saisir le cas échéant. Donc, premier appel à projet régional qui s'appelle l'appel à projet R&D collaboratif. Donc, c'est un appel à projet qui n'est pas thématisé, hein, donc qui ne concerne pas que le sujet maritime, mais qui concerne aussi le secteur maritime. Les conditions d'accès à cet appel à projet régional, c'est 3 partenaires minimum. Il doit être porté par une PME ou une ETI membre d'un pôle de compétitivité. La labellisation est un critère d'éligibilité. On vous a fait une extraction sur effectivement les taux de financement qui sont très intéressants, taux de financement des différentes typologies, selon les différentes typologies d'entreprises. À noter en particulier que si l'entreprise est primo-innovante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas obtenu de financement public pour des projets collaboratifs récemment, le financement est uniquement sous forme de subvention. Sinon, c'est un ratio 50-50 entre du prêt à taux zéro et de la subvention. Les projets doivent porter sur un montant maximum de 1 million d'euros, sur une durée maximum de 2 ans. Et puis l'idée, c'est un critère important, pas forcément d'éligibilité, mais en tous les cas de sélection. Ce sont les retombées économiques issues de ce projet. Donc il est important de bien les décrire. Alors il y a eu un premier relevé cette année qui a déjà été fait. Et il y a donc un deuxième relevé qui va avoir lieu le 15 septembre de cette année. Voilà. Et puis c'est un appel à projet qui, j'espère, sera renouvelé dans les années à venir, sachant que c'est au jour de cette année la deuxième mouture. Donc ça, c'était le premier, R&D collaborative. Et le second, c'est un appel à projet PME du pôle mer, donc l'appel à projet PME mer, donc qui concerne les entreprises, cette fois-ci des 2 régions, donc les 2 régions du pôle mer en l'occurrence. Donc c'est destiné aux PME, aux ETI et aux laboratoires de recherche. Donc là, c'est le thème de l'économie maritime au sens large. Hein, donc là, pour le coup, il faut que ça concerne le milieu maritime ou intérieur. Il faut que le projet soit porté par une PME. Il faut au moins 3 partenaires minimum, ligériens ou bretons, et au moins donc 2 PME. Donc il peut y avoir ensuite un laboratoire ou essentiellement un laboratoire. Les budgets, donc entre 200 kg euros et 1 million d'euros. Donc on parle bien de projet collaboratif, donc il ne faut pas qu'il y ait un budget qui soit supérieur à 70% du total. Là aussi, on est sur des durées de projet de 2 ans. Et pour les mesures en Pays de la Loire, c'est un financement sous forme d'avance remboursable. Alors c'est vrai que ça peut paraître moins intéressant que de la subvention. Bon, je pondère un peu ce propos qu'on entend souvent. L'intérêt quand même de l'avance remboursable, d'abord, c'est que c'est une avance de trésorerie, puisque c'est évidemment, comme c'est une avance, c'est pas sur justificatif de dépense. Donc c'est une avance de trésorerie qui apparaît, qui est disponible dès le début du projet. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ces avances remboursables sont éligibles au crédit impôt recherche. Alors vous ne le touchez pas immédiatement, vous le touchez quand vous commencez à rembourser cette avance, mais voilà, sur finalement le montant de l'avance remboursable, il faut quand même considérer qu'il y a 30% au titre du crédit impôt recherche qui sont de fait non pas de l'avance remboursable, mais bien de la subvention. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément un mauvais calcul à faire, notamment si voilà, les trésoreries des PME sont pas au beau fixe. Bon, il se clôt dans pas très longtemps, hein, prochain relevé le 18 juin. Le document, somme toute, de dépôt est très simple. C'est, pour ceux qui connaissent le polymère, la fiche intermédiaire de synthèse, qui est un document synthétique de 2-3 pages maximum qui permet de décrire le projet. Donc voilà, pour cette date de dépôt du 18 juin, voilà, tout est évidemment complètement ouvert et le travail nécessaire pour ce premier dépôt n'est pas très conséquent. Donc la date du 18 juin n'est pas du tout inaccessible. Voilà, donc ça, ce sont les 2 projets qu'on voulait voilà, vous remettre un petit peu à l'esprit du fait de l'intérêt, peut-être de leur simplicité également, et puis des taux de financement qui sont somme toute aussi assez intéressants. Alors, pour terminer, avant la partie vraiment de questions-réponses, on voulait aussi reparler un petit peu des grands critères importants à avoir en tête quand on dépose un dossier, notamment pour les appels à projets. Donc ça ne concerne pas toutes les mesures, bien évidemment, mais voilà, ce sont quand même des éléments importants à avoir en tête parce que c'est des questions que vous aurez quasiment systématiquement. Et nous, en tant que pôle de compétitivité, en tous les cas, c'est vraiment les critères, les premiers éléments qu'on va regarder avec vous pour vous accompagner dans ces démarches de demande de financement public. Alors, bon, d'abord la synthèse, je le redis, mais la synthèse des AP n'est pas exhaustive, hein, c'est quelque chose qui est très vivant, donc c'est aussi tout l'intérêt de participer à ces pôles de compétitivité, puisque ça vous permet de gagner du temps, de débroussailler un petit peu ce maquis un peu complexe,
Et donc, voilà, donc il faut réussir à suivre un petit peu tout ça. C'est notre travail à votre service. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter quand vous avez des doutes ou quand même vous vous dites, voilà, le projet, je ne vois pas trop vers quoi ou vers quel guichet le flécher. On est vraiment là à votre service et on est vraiment là pour ça, pour vous accompagner et vous flécher les meilleures opportunités. Alors, les principaux critères, bon, c'est d'abord le budget du projet. Vous l'avez vu, hein, selon les mesures, ça va de quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros. Donc, voilà, en fonction du budget de votre projet, on ne pourra pas flécher certains appels à projets. La capacité financière, évidemment, des entreprises, donc notamment les fonds propres, est importante, puisque c'est, en règle générale, même s'il y a quelques exceptions, mais la règle un petit peu générale, c'est donc 1 pour 1, 1 euro de fonds propres pour 1 euro de fonds publics. Et puis, ce qui est regardé aussi, c'est les capacités humaines des sociétés, c'est-à-dire que il faut être vigilant quant au fait que si vous annoncez des heures ou des mois ou du temps passé, bah, il faut pouvoir évidemment expliquer aussi que vous avez les ressources humaines pour pouvoir traiter ces projets. L'aspect évidemment description de l'innovation et du niveau de TRL. Alors TRL, pour ceux qui n'utilisent pas trop cette cotation, c'est Technological Readiness Level, qui qualifie, disons, le niveau de maturité des projets. Donc c'est cette description de l'innovation et son niveau de maturité, c'est-à-dire plus ou moins proche des aspects de commercialisation, sont aussi des critères importants puisque selon les appels à projets, on peut même quelquefois avoir des échelles de TRL directement indiquées en dur dans les textes des appels à projets. Et évidemment, il faut être bien descriptif et bien argumenté quant au fait que c'est cohérent avec le cahier des charges, que le projet est bien cohérent en termes de TRL avec le cahier des charges. Donc, que l'innovation soit bien décrite. Le modèle économique, hein, c'est vraiment le deuxième pilier. Dans un projet d'innovation, il y a évidemment l'aspect innovation, mais il y a aussi le sujet développement économique que cette innovation va permettre de faire. Le modèle économique doit être réaliste et les retombées, évidemment, bien expliquées, bien justifiées, puisque ce sont notamment sur ces critères-là, même si les aspects, disons, techniques, les collectivités, les opérateurs se reposent sur les pôles de compétitivité. C'est vrai que sur les aspects économiques, même si nous, évidemment, on a un regard, on vous accompagne là-dessus. Les collectivités et les opérateurs des budgets publics et les financements publics vont être évidemment extrêmement vigilants par rapport aux descriptifs et aux opportunités de retombées économiques que les projets peuvent envisager. Alors ensuite, pour un certain nombre de projets, notamment à l'ADEME, qui concernent évidemment des sujets liés au développement durable et aux réductions des impacts environnementaux au sens large, il peut y avoir des critères qui sont demandés, ce qu'on appelle d'éco-conditionnalité, qui sont en fait un certain nombre d'éléments descriptifs du projet à travers une grille de lecture environnementale et où on demande aux porteurs de projet de bien expliquer en quoi son nouveau produit ou son nouveau service va permettre de réduire les impacts d'une activité industrielle ou de recherche. Alors, ensuite, est-ce que le projet est collaboratif ou non? Là aussi, ça peut être des critères pour certains appels à projets, des critères d'éligibilité. En règle générale, c'est vrai que les PME, voire les ETI, sont plutôt mieux servis que les grands groupes industriels. Bon, ça, c'est pour des raisons, somme toute, assez logiques, hein, puisque on va dire que les grands groupes, normalement, ont moins de problématiques de trésorerie, notamment, alors que les PME, voilà, c'est souvent des problématiques courantes, avec un enjeu aussi, évidemment, pour ces PME de financement et de création d'emplois, puisqu'on sait que la majorité des réservoirs d'emplois sont plutôt dans les PME ou dans les ETI. Donc c'est aussi pour ça qu'elles sont aidées de manière un petit peu prioritaire. Bon, je l'ai dit, choisir le bon appel à projet, et là, donc, le Polmer est à votre disposition pour ça. Et puis le dernier point concerne des financements des partenaires académiques. Alors la règle aussi hein, est un petit peu classique. Il y a deux possibilités en règle générale, même s'il y a toujours des exceptions, mais en règle générale, c'est soit 40% des coûts complets, c'est-à-dire de l'ensemble des coûts de la partie académique d'un projet d'innovation collaborative, ou bien 100% des coûts marginaux. Quand on parle de coûts marginaux, on entend les coûts qui sont directement liés au projet, c'est-à-dire qui n'auraient pas lieu si jamais le projet ne se faisait pas dans le laboratoire de recherche concerné. Par exemple, on prend le projet nécessite un postdoc ou un thésard. S'il n'y a pas le projet, il n'y a pas de contrat pour un postdoc ou un thésard, donc ça rentre bien dans les coûts marginaux. En revanche, les coûts associés au salaire des permanents d'un laboratoire, voilà, ces personnels seront payés même si le projet n'est pas là. Donc voilà, ça ne rentre pas dans les coûts marginaux. Donc voilà un petit peu par quelques exemples la définition des coûts marginaux.
Voilà, donc c'était important pour nous de vous lister un petit peu ces principaux critères qu'on va retrouver, je ne vais pas dire forcément de manière systématique sur tous les appels à projets ou toutes les mesures, mais voilà, ce sont quand même des critères qu'on retrouve très très fréquemment. Donc il est important que vous les ayez en tête pour que voilà, on puisse échanger efficacement et que rapidement on puisse identifier le meilleur guichet en fonction du projet que vous souhaitez faire financer à travers des mesures ou des appels à projets. Voilà, donc j'en ai conclu pour ma partie. Il nous reste un petit quart d'heure, donc on est toujours dans les temps. Je voulais juste, avant peut-être de passer la parole à mon collègue Boris Teillant et pour une session de questions-réponses. Oui, merci Frédéric. Bonjour à toutes et tous. Donc, on a reçu quelques questions. Je vous propose de les prendre de manière dans leur ordre d'arrivée chronologique. Certaines sont spécifiques à un appel à projet, d'autres sont plus générales. Alors, la première concerne l'appel à projet Décarbe Inde, Décarbe Industrie. Donc, j'adresserai à Sébastien si tu veux bien. La question est la suivante. Donc, le taux de subvention de 30 à 60% porte-t-il sur le coût global ou uniquement sur certaines phases ou certains équipements? Merci Boris. Alors, je viens de voir la question, donc je n'ai pas encore pris le temps de bien regarder, mais de ce que je peux vous dire, effectivement, c'est plutôt sur certains investissements entre la partie diagnostic, par exemple, et la partie investissement. Le taux d'intervention est pas le même. Je m'excuse, je regarde en même temps, je ne vais pas. Voilà. La thématique 1, donc sur la réduction des gaz à effet de serre grâce à l'efficacité énergétique, on est entre 30 et 50%, donc 50% pour les PME. Sur la thématique 2, réduction des gaz à effet de serre grâce à l'électrification, on est entre 40 et 60%. Et sur la thématique 3, donc réduction des gaz à effet de serre, notamment grâce à l'usage des intrants de matière alternative, on est entre 40 et 60% également. Voilà, donc je vous invite par contre à regarder le lien qui figure parce que là je vous fais une réponse rapide. Mais encore une fois, tous ces dispositifs ont beaucoup de subtilité et beaucoup de petites lignes avec voilà, des rappels. Donc à bien scruter et aussi à vous rapprocher des interlocuteurs ADEME dans vos régions qui sont là aussi pour vous accompagner dans la définition et la bonne compréhension de ces dispositifs. Très bien, merci Sébastien. La seconde question, alors elle s'adressera davantage à Frédéric Renaudot. C'était sur l'AMI, solution souveraine pour le réseau de télécommunications, si j'ai bien pris la question au bon moment. Et donc la question est la suivante, est-ce que les collectivités territoriales peuvent bénéficier de cette mesure, donc de cette AMI, pour le recrutement de jeunes postdocs? Alors, j'ai bien pris la question, on va la creuser un petit peu parce que je répondrai comme ça en première analyse par la négative parce que c'est une mesure qui concerne, je dirais, d'un côté les entreprises et de l'autre côté les instituts de recherche. Voilà. Donc je serais tenté de dire en première analyse non, mais on va creuser. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez préciser votre question aussi, le cas échéant. Alors, les questions suivantes sont plus génériques. Donc, je laisserai soit Sébastien, soit Frédéric vous compléter. Donc, la première d'entre elles, c'est quid du plan de relance mer via les UJAP, donc le déblocage de commandes publiques, connu sous l'acronyme UJAP. Est-ce que l'un d'entre vous deux Alors, se sent Là, c'est pas une question où je ne vois pas forcément le sujet, parce qu'il n'y a pas de plan de relance mer. Hein. Enfin, il y a quelques mesures spécifiques mer dont on a parlé. Après, j'aurais tendance à dire que le plan de relance n'est pas vraiment thématisé, sauf sur quelques secteurs stratégiques. On a parlé tout à l'heure, aéronautique, automobile, nucléaire ou autre. Sauf à ce que Frédéric ait un avis complémentaire.
je pense qu'il n'y a pas de lien direct avec les blocages de commandes publiques. Non, avis tout complètement partagé. Il y a effectivement des secteurs économiques d'activité qui sont soutenus par le plan de relance que tu as cité, mais le maritime n'en fait pas partie. Voilà. Très bien, merci. Donc la question suivante est, parmi les différentes mesures que vous avez pu analyser, est-ce que certaines d'entre elles sont liées étroitement à l'intelligence artificielle? Alors, pas directement, mais du coup, ça me fait penser à, je dirais, pas une autre mesure ou un autre dispositif du plan de relance qui pourrait intervenir, mais pour l'instant, on n'avait vraiment pas suffisamment d'informations pour vous en parler. Donc l'intelligence artificielle en tant que telle, à notre connaissance, ne fait pas l'objet d'une mesure particulière dans le plan de relance. En revanche, de l'intelligence artificielle, vous allez en trouver bien un peu partout dans tous vos projets. Donc c'est transverse. Et donc dans l'innovation, il peut évidemment y avoir de l'intelligence artificielle. Voilà. En revanche, donc je vous ai évoqué tout à l'heure les stratégies d'accélération du PIA 4. Elles sont au nombre de 15, 4 qui étaient préexistantes en 2020 et 11 qui font l'objet effectivement d'une délimitation en ce moment, on en a parlé tout à l'heure. Et parmi les 4 premières, donc il y en a une qui concerne le quantique. Mais cette stratégie d'accélération relative au quantique dans le cadre effectivement du plan de relance n'a toujours pas fait l'objet effectivement de mesures et on n'avait pas d'informations d'une visibilité suffisante pour vous en parler. Mais ce sera un vrai sujet. Ce sera un vrai sujet. Ça peut concerner, je dirais, s'agissant du maritime, eh bien les communications. Ça peut également concerner les systèmes de navigation. En termes de précision, et puis de manière transverse et générique, tout ce qui a trait à l'informatique. Après, pour compléter, Frédéric, sur l'aide à l'investissement en industrie du futur, les entreprises, donc c'est un dispositif relativement large, mais donc qui va adresser toutes les solutions virtuelles ou augmentées, réseaux de capteurs, etc. On va retrouver indirectement des questions liées à l'intelligence artificielle. Et donc là, je pense que ce qui est intéressant, c'est à minima d'être présent sur la plateforme Solutions Industrie du Futur pour être visible des entreprises qui pourraient mettre en œuvre ces solutions faisant appel à l'IA. Parfait. Alors la suivante, vous l'avez un petit peu abordée, mais peut-être que vous pouvez compléter avec un commentaire. Donc certaines mesures sont effectivement pas fléchées directement maritime. Est-ce que vous avez une idée un petit peu de la place de l'innovation maritime dans ces guichets un peu plus génériques? Est-ce qu'elle est considérée comme prioritaire ou pas? Ton micro est coupé, Frédéric. Et je veux dire, en tout cas, il n'y a pas de discrimination et il y a même dans certains secteurs un encouragement. Tout à l'heure, je citais les mesures relatives à l'hydrogène, aussi bien au titre des briques technologiques que des écosystèmes. Aujourd'hui, le constat et le regret, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de projets maritimes dans les mesures hydrogène. Voilà. Donc c'est plutôt un encouragement à mettre de l'eau salée et du maritime dans ces projets transverses. Très bien. Alors, une question qui juste peut... me permettre de compléter, pardon, juste le point, parce que c'est un appel à projet qui n'est pas encore sorti. Frédéric Renaudot en a parlé tout à l'heure, les aspects de décarbonation du transport pour lesquels on attend, suite à la consultation qu'a mentionné Frédéric, on attend maintenant donc les appels à projets qui devaient sortir sur avril ou mai. Donc on est entre les deux, donc voilà, on n'est pas encore en retard, on va dire. Là, ce qu'on peut dire, c'est que ça concerne tous les types de transports, hein, mobilité terrestre, mobilité aéronautique et aussi maritime. Et voilà, il n'y a pas de raison, je dirais, qu'on soit plus mal loti que les autres mobilités. Donc après, c'est plus une question, effectivement, et là aussi Frédéric l'a dit, hein, c'est quel projet le secteur maritime est capable de pousser. Mais en tous les cas, il ne faut absolument pas se brider à partir du moment où les projets peuvent rentrer par rapport à un descriptif de sujet, de budget et de thèmes peuvent rentrer dans un appel à projet.
Là où je peux peut-être plutôt dire que je suis rassurant, c'est qu'il n'y a pas du tout de discrimination vis-à-vis du maritime. À partir du moment où c'est éligible, les projets sont regardés avec la même bienveillance, on va le dire comme ça, que les autres thématiques industrielles. Alors, la question suivante concerne une question qui revient assez souvent, c'est est-ce que vous avez une idée du taux de réussite, du taux de succès sur certains guichets, et en particulier les guichets transverses présentés autour de la territoire d'industrie et secteurs stratégiques? Alors, il y a une plateforme mise en ligne par l'État qui est sortie en début d'année, qui s'appelle datavision.economy.gouv.fr. On pourra le mettre dans le chat, qui reprend une cartographie des lauréats et aides accordées par région, donc qui peut donner, je dirais, des éléments. Il y a un communiqué de presse du comité exécutif du Conseil national de l'industrie qui est sorti le 9 avril, là aussi qui donne un bon état des lieux, je dirais, de la consommation et puis des différents guichets qui ont été adressés. Donc, c'est difficile de répondre, je dirais, par un chiffre. Vous avez vu, on a présenté comme beaucoup de sujets et encore peut-être désolé d'avoir survolé parce que c'est assez complexe de résumer tout ça en 1 heure et demie. Mais je vais, on vous mettra dans les documents joints si vous souhaitez le lien vers ce communiqué de presse. Après des success stories, oui, il y en a forcément. Alors, certains sujets sont publics, d'autres ne le sont pas. C'est toujours un peu la difficulté de parler de l'un ou de l'autre à partir du moment où c'est pas paru dans la presse. Frédéric, si tu veux compléter. Alors, non, bah à ce moment-là, on peut donner en termes de thématique. En tout cas, c'est l'appel à projet relatif au grand défi cyber et qui s'est clos, je dirais, avant son échéance. On a un exemple effectivement de projet relatif aux objets connectés qui a été lauréat de cet appel à projet. Voilà. Après, pour vous donner des comment dire, des idées sur l'application de certains dispositifs. Sébastien a parlé des friches industrielles, ben, ça peut concerner bien évidemment le portuaire. On sait qu'il y a eu des sujets autour de cela. Voilà, pour vous donner à brûle pour point 2 exemples. Très bien. Il nous reste quelques questions, mais je regarde aussi Frédéric et le timing. Je te propose, oui, c'est ça. Merci Boris. Alors, encore une fois, merci hein, de tous les participants des questions posées. On les garde, on répondra à ces questions sur lesquelles on n'a pas pu donner une réponse là immédiatement, puisque voilà, le temps du webinaire arrive à sa fin. Donc, merci à tous les participants, et merci à nos intervenants, et en particulier donc à Frédéric et Sébastien pour tout le travail effectué. On va faire, avant une conclusion de la part de Nicolas Blondeau, on va faire un dernier essai pour savoir si Monsieur Yann Beckwarn peut être avec nous, donc de la DIRM. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez la possibilité de prendre la parole, Monsieur Beckwarn? Bon, bah écoutez, je pense qu'on n'y sera pas parvenu. Bon, bah écoutez, tant pis. Voilà, bah, en tous les cas, je vous présente nos excuses pour voilà, pas avoir réussi à résoudre ce problème technique en temps et en heure. Nicolas, si tu veux bien prendre quelques mots de conclusion pour ce webinaire. Donc, je remets en plein écran. Voilà, Nicolas, si tu veux allumer ta caméra. Voilà, je te vois, c'est parfait. Normalement, voilà, tu dois voir mon slide en plein écran. Nicolas, je te laisse la parole pour quelques mots de conclusion avant de remercier nos participants. Alors Nicolas, ton micro doit être coupé. Alors, on ne t'entend pas, Nicolas. Je vois que ton micro est coupé. Voilà. Voilà, ça y est, on t'entend. Tu m'entends? Ouais, parfait, parfait. Merci, merci Frédéric et bonjour à toutes et à tous.
En conclusion, j'espère que les actions et les solutions qui viennent d'être présentées vous sont utiles et qu'elles viendront effectivement faciliter le lancement et le déroulement de vos projets. C'est très riche et chacun peut normalement y trouver son bonheur. Alors, en complément de la présentation des différents outils et appels à projets, je vais maintenant vous résumer très rapidement la logique de service de la région pour aider les entreprises. Et en effet, l'aide régionale, c'est pas juste une subvention ou un prêt, c'est surtout un accompagnement global de l'entreprise et global à deux titres. C'est effet levier et logique de parcours. Alors, l'effet levier, c'est aller mobiliser les financeurs et les compétences locales dans l'objectif d'une réponse qui soit globale aux besoins de financement ou d'accompagnement en expertise. Très concrètement, ça se matérialise par des lettres de soutien institutionnelles pour les projets, des mises en relation avec nos grands opérateurs nationaux ou européens. C'est aussi faire le lien avec l'écosystème du territoire, les partenaires régionaux, au premier rang desquels le pôle mer Bretagne Atlantique, mais il y a aussi d'autres partenaires en région qui parfois ont une compétence spécifique très utile pour la réussite des projets. Et puis deuxièmement, l'accompagnement il est global au titre d'une logique de parcours. L'aide fournie à un moment donné, c'est considéré comme une étape dans le parcours de croissance de l'entreprise. Il s'agit donc d'un accompagnement individualisé dans la durée et qui couvre quelque part la progression de l'entreprise sur toutes les thématiques, que ce soit modernisation, digitalisation, export, innovation, voilà, toutes les thématiques. Et en fait, cette approche, elle est rendue possible, bien sûr, par l'utilisation des dispositifs existants et mis à jour, c'est ce que vous venez de voir cet après-midi, mais aussi l'utilisation parfois d'aides sur mesure, comme par exemple les prêts participatifs. Et ces outils sont mobilisés avec un suivi dans la durée. Et l'accompagnement par la région se fait dans la durée sur par exemple sur plusieurs années pour un projet qui est phasé ou sur plusieurs années pour plusieurs étapes de progression d'une entreprise. Et spécifiquement pour le secteur maritime, et vous avez dû aussi vous en rendre compte, la région et les partenaires locaux ont une approche spécifique sectorielle qui est permise par l'expertise justement des développeurs économiques, des personnes qui travaillent au sein de ces acteurs et donc qui offrent en fait cette lecture aussi spécifique que demandent les secteurs du maritime. Donc voilà les deux mots-clés que je voulais vous donner en conclusion, c'est tout simplement effet levier et parcours de croissance par la région. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Écoutez, ça conclut notre webinaire. Une dernière planche que je vais laisser à l'écran avant de nous quitter qui résume nos coordonnées. Donc, mes deux collègues en lien et qui travaillent sur le plan de relance, donc Frédéric Renaudot et Sébastien Kahn. Vous trouvez leur numéro de mobile et leur adresse mail, ainsi que le mien qui suit votre relais ici en Pays de la Loire. Donc, de la même manière, mon mobile et mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition. Il n'y a pas de mauvaises questions. On est tout à fait conscient que ce sont des démarches qui ne sont pas simples. Il y a beaucoup de choses possibles. Donc, voilà. Il faut vraiment essayer de trouver le bon chemin dans tout ce maquis, encore une fois, et on est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à décrocher votre téléphone pour nous appeler. Voilà, on essaiera de vous aider au mieux et d'aller au plus vite aux solutions pour faire financer vos projets. Voilà, écoutez, il me reste à vous remercier tous pour votre participation. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.